Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. La reprise des cours dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire concerne exclusivement les classes d'examen dans les deux sous-systèmes d'éducation. Voilà l'essentiel de la déclaration spéciale du Premier ministre chef du gouvernement, d'où il ressort clairement que le 1er juin prochain, les élèves du cours moyen deuxième année, classe X pour le primaire, Form 5 et Upper 6, troisième, première et terminale pour l'enseignement secondaire, reprennent le chemin de l'école après plus de 2 mois d'arrêt. Les ministères de tutelle, à savoir l'éducation de base et les enseignements secondaires, devront procéder à la répartition des élèves concernés par cette reprise en respectant les règles de distanciation sociale. Ils devront également prendre toutes les mesures utiles et nécessaires visant à rendre disponible à l'entrée de chaque établissement public ou privé les kits sanitaires requis tels les gels hydroalcooliques, les thermoflages et les bacs à laver les mains. Le port du masque de protection reste obligatoire pour les élèves, le personnel d'encadrement dans les enceintes scolaires. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Reprise des cours et Covid-19, comment ça va se passer? Pour répondre à cette question, nous avons en plateau ici à Douala Charles Elisan. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Séjanin. Bonsoir Maître. Je me ferai d'abord un devoir de rendre hommage à mon camarade Simon Meyanga, qui repose en paix. Et ensuite, vous savez, nous faisons partie de ceux qui estiment que quand quelque chose est bien fait, il faut apprécier. Je sors de la salle de maquillage d'Equinox en bas là. C'est du bon. Non, sincèrement, la salle est bien climatisée, bien aérée, les produits ont changé. Même la fille qui vous maquille a de la joie, du sourire à vous maquiller. Equinox, c'est bien. Et c'est comme ça qu'on va construire le Cameroun. Quand c'est bien, disons que c'est bien. Et quand c'est pas bien, dénonçons comme il se doit. Bonsoir et merci d'avoir invité le RDPC. Et surtout, le conseiller municipal de la ville que je suis à cette émission. Justement. Maître Augustin Guepa, bonsoir. Mon très cher, bonsoir. Je pensais que le super maire Elisan devait commencer par la mairie de la ville en annonçant qu'ils sont en deuil parce que l'un de leurs patriarches, le ministre Dieudonné Monté, est décédé. Je crois qu'il devrait commencer par là avant d'aller à Yaoundé, voir quelqu'un qui a été démis de ses fonctions de façon honteuse par le RDPC. Donc, heureusement pour nous, cet ancien, il a tout donné, mais les jeunes de sa maison semblent très vite l'oublier. Mais nous qui le voyons, nous ne l'avons pas oublié, il vit dans nos mémoires. Voilà, Charles Elisan. Non, mettre comme ça, donc je le prends comme ça. Bon, voilà, Charles Elisan, je commence par vous. Vous m'avez dit que vous comprenez cette mesure. Oui. Il faut déjà dire que le 17 mars, on comptait moins d'une dizaine de cas positifs et l'État du Cameroun a décidé de tout arrêter, entre guillemets, y compris les écoles, les universités. Mais aujourd'hui que nous sommes à plus de 2000 cas, comment comprendre qu'il faut réouvrir? Vous savez, cette logique obéit à quoi, Charles Elisan? Cette logique obéit à la réalité. Il faut qu'on soit sincère, il faut qu'on soit clair. Le Cameroun ne s'attendait pas, comme les autres pays, à accueillir, disons-le ainsi, ce virus. Et au départ, comme tout inconnu, l'homme se découvre face à cet inconnu-là, justement. Il est clair que nous pensions que ce qui arrive aux autres ne pouvait pas nous arriver. Et quand ça a déclenché ailleurs,
nous avons pris. Nous nous sommes dit que non, on a essayé de prendre les mesures. Mais c'est quand c'est arrivé qu'on s'est dit, mais tiens. Et la première mesure à prendre était justement de bloquer tout facteur qui pouvait être multiplicateur de propagation de ce virus. Et vous avez remarqué qu'entre le 17 mars, qui était la date de décision de fermeture de tout espace public susceptible de propager la maladie, jusqu'à ce jour, il y a eu une montée. Est-ce qu'on a atteint le pic déjà? Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Mais de l'autre côté, on peut dire que la bonne nouvelle, c'est que plus le nombre de cas infectés augmente, plus le nombre de guéris augmente. Et bizarrement, c'est aussi vrai que le nombre de décédés augmente. Et c'est dans cette optique-là. Vous savez, il y a 4 points à mettre à jour. Il y a d'abord la disponibilité des kits de dépistage, la disponibilité des médicaments, la disponibilité des sites d'accueil et la façon de mettre en place tout ce qui peut permettre de soigner les individus. Le gouvernement camerounais a donc pensé qu'il faille aujourd'hui rouvrir l'école, parce que c'est l'école, l'éducation qui développe un pays. C'est difficile à comprendre, mais il faut qu'on sache que l'école devait reprendre, quel que soit le nombre de cas qui augmente, et l'État a pris toutes les mesures qu'il faut pour que l'école reprenne de manière adéquate. Qu'est-ce que l'État a fait? Quand je vous ai parlé des disponibilités qu'il faille mettre en place pour que l'école reprenne, il faut dire qu'il y a aujourd'hui, ce que vous avez cité comme mesure, il faudrait que toutes les écoles aient à leur entrée les bacs. Il faudrait que chaque enfant ait un masque pour les parents qui peuvent offrir un masque à leur enfant, pour dire aux parents que les enfants auront dans tous les établissements scolaires un nombre suffisant de masques pour donner à ceux des enfants qui n'auront pas de masque. Les gels hydroalcooliques, les thermoflash ont été distribués de manière proportionnelle à tous les établissements. L'inquiétude que moi j'ai, c'est juste que j'aurais souhaité, et là, c'est le conseil de la ville qui parle, et je suis heureux de voir que le maire Massadine, ayant réuni, le maire de la ville, ayant réuni tous les maires d'arrondissement la semaine passée, l'une des résolutions phares, c'était comment est-ce que les collectivités territoriales décentralisées vont accompagner les établissements scolaires. On ne vous sent pas beaucoup depuis cette histoire de Covid. Là. Non, vous ne pouvez pas dire ça. On voit Denis Fan pour tous les jours dehors. On voit Frungwa tous les jours dehors. On voit Dr Mobi tous les jours dehors. On voit le maire Massamo tous les jours dehors. On voit le maire Bassadine tous les jours dehors. Ils sont dehors. Les gars travaillent. Ils accompagnent le gouvernement central et les populations à lutter contre cette maladie. J'aurais aimé qu'on ajoutât tout simplement devant chaque salle de classe une espèce de serpillère avec de l'eau javelisée pour éviter la propagation du virus par les chaussures. Vous savez, on tient beaucoup compte de nos mains, on évite, on demande, il faut sensibiliser les enfants de s'embrasser et tout, mais il y a aussi une propagation. Imaginez un enfant qui quitte chez Nubel, ça c'est chez moi, je prends un exemple, et qui doit aller au lycée de Nubel. Il traverse le marché central. Vous avez là 1000 chances d'attraper le Covid, même si vous ne touchez personne, par vos chaussures. Vous allez arriver devant l'établissement, vous allez laver vos mains, vous avez votre masque, vous allez entrer dans la salle de classe. C'est la même porte que 50 élèves, ou 30, ou 25 vont franchir. Et ça peut être un risque de propagation. Votre chaussure qui va revenir à la maison et tout. Ouais, donc je souhaite, cette proposition qui a été prise en compte par certains chefs d'établissement, de mettre devant chaque salle de classe des serpillères imbibées d'eau javelisée. Ça permet de réduire. Et il faut qu'on dise que c'est la sensibilisation. C'est les acteurs, tous les acteurs sur ceux qui doivent être en bas, les parents dès la maison, sensibiliser les enfants qui ont passé 2 mois sans aller à l'école, les collectivités territoriales décentralisées avec les organismes qui peuvent accompagner l'État dans la mise en place de tout ce qui est kit sanitaire et enfin le personnel éducatif, le personnel d'encadrement pour que l'école reprenne et que effectivement l'année scolaire se termine très bien. Maître Greffa, votre approche sur cette reprise annoncée du 1er juin? La moyenne que nous pouvons rechercher, c'est la moyenne de médiocrité. Parce que je ne peux même pas dire un élément passable, non. Faites juste un tour dans nos marchés. Faites juste un tour dans ces établissements qui doivent recevoir ces enfants qui vont reprendre le 1er juin.
quelle est la propriété, quel est l'entretien qui est déjà mis en place? Rien. On se dit... C'est qu'il y a encore beaucoup de temps. Oh. Que le 1er juin, c'est encore loin. Oh, le 1er juin, ce n'est pas en 2021. Oui. C'est dans quelques jours. Donc, des mots et rien que des mots. La seule chose qui peut nous sauver, c'est Dieu. Et puis chacun à notre niveau, chacun dans sa famille, doit redoubler d'ardeur, doit encadrer au maximum ses 2 enfants ou 3 qui seront soumis à cette rude et pénible épreuve. Parce que j'invite les parents qui ont ces enfants à ne pas les abandonner. Si vous avez un enfant de coût moyen 2, je vous supplie vous-même de l'accompagner. Ce sera vraiment un sacerdoce, de l'accompagner jusque dans la classe. Si vraiment vous voulez éviter, ainsi de suite. Parce que si vous les laissez à la merci, ils vont traverser nos poussières, ils vont traverser les ventes emportées, ils vont traverser les marchés. Tout cela sans cache-nez. Et puis rassurez-vous, tout le discours que Equinox sera entretenu, toute la démarche, ce ne sera que prêcher vraiment dans le désert. Donc pour l'heure, si nous exagérons, oui, bien sûr. Oui, ça c'est le parent qui parle. Oui. Si je vous parle, je suis un parent. Et vous êtes concerné parce que vos enfants sont en classe d'examen. Très concerné. Moins 2 et première. Voilà. Oui. Et puis il y a quelque chose que moi je veux que chaque parent expérimente. Lorsque chacun de nous porte le masque, 3 heures, c'est très compliqué. Oui. Commençons dès demain à habituer ces enfants-là à s'exercer au moins 3 heures de masque assidu à la maison oui. Pour le faire. Sinon, dès qu'il sera en classe, il va enlever cette culture-là. Nous n'avons que 10 ou 15 jours, voilà. 10 jours pour le faire. Mais vraiment, je crois que c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Merci. Voilà, nous allons donc prendre la direction de Paris où nous attend Madeleine Sandrine. C'est une Camerounaise là-bas et depuis le 11 mai dernier, le déconfinement est progressif en France. Elle a des enfants qui sont scolarisés, CM1, m'a-t-elle dit. Bonsoir Madeleine Sandrine. Bonsoir. Allô tout. Voilà. Est-ce que vous avez envoyé vos enfants à l'école le 11 mai dernier? Non. Pourquoi? J'avais mes enfants à l'école. Pourquoi? Parce que déjà, elles ont des antécédents. Vous savez quoi? Elles sont asthmatiques. Donc, j'avais appelé le directeur de l'école. Il m'a dit, vos enfants sont asthmatiques. Moi, je ne conseillerais pas de les envoyer à l'école. Donc, elles ne sont pas allées à l'école. Du coup, elles font des cours à la maison. Je récupère les enveloppes à l'école et elles le font sur place à la maison avec moi. Ah, vous récupérez les enveloppes en début de semaine? Pardon? Vous récupérez les enveloppes. Qu'est-ce qu'il y a dans les enveloppes? C'est les devoirs? C'est quoi? C'est les devoirs. Ils font en fait, les professeurs préparent les devoirs par semaine. Et le parent appelle peut-être le lundi matin et on les récupère. Et ça se passe à la maison. Donc, je suis les enfants à la maison. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 18. Ce sont les 6e et 5e qui ont repris le chemin de l'école de votre côté là. Mais déjà la semaine dernière, avec l'ouverture, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a été obligé, comme ça, de faire un constat. Il y a des écoles qui ont été ouvertes, d'autres qui se sont refermées tout de suite, des décisions des maires, parce qu'il y avait une espèce de suspicion de contamination. Donc, vous voulez dire que ces parents qui n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école le 11 mai avaient raison? La situation n'est pas totalement maîtrisée? Quelque part, je peux dire que les parents qui n'ont pas envoyé les enfants avaient raison. Et déjà, c'était sur le volontariat. Oui. Ils avaient dit, les parents qui ne veulent pas, ils ne le font pas. Et en plus, il y a un problème au niveau des écoles. Il faut 10 élèves à 15 par classe. Donc, ce qui fait que les écoles ne peuvent pas accueillir tous les enfants. On va savoir, hein, Adelaine, c'est un effectif de combien? Au départ, ils étaient combien pour qu'après le confinement, ils soient 10? La classe de mes filles, elles sont au nombre de 25.
Oui. Donc, du coup, ils prennent 10 à 15. Ce qui fait que tout le monde ne peut pas aller en classe. Donc, du coup, ça cause préjudice. En fait, ils ont mis en priorité les personnes soignantes, dont les policiers, les pompiers, ceux qui sont en première ligne sur la lutte contre le coronavirus. Oui. Ce sont les enfants qui vont à l'école. Oui, ils sont prioritaires pour l'école. Ok. Et concrètement, comment ça se passe donc pour ceux qui vont à l'école? Les mesures vous avez dit, ils sont 10. Hein, c'est la distanciation dans les salles de classe. Ça se passe comment? Et les enseignants, ils ont les masques. Les cours se font comment? Oui, ils ont dit, ils ont des masques. Moi, je ne suis pas allé à l'école, donc du coup, je ne peux pas vous répondre. Mais je sais que à travers mon balcon, je vois un peu l'école de mes filles, comment les enfants jouent. Donc, j'avais fait une petite vidéo parce que j'avais vu des enfants qui jouaient et j'étais un peu scandalisée parce que je voyais les enfants qui touchaient les mêmes barres de fer. Bon, et il y avait la distanciation, mais c'est que un vient, il touche et l'autre revient toucher. Et moi, j'étais un peu scandalisée. Je disais, mais c'est pas possible. Si un enfant est contaminé, l'autre vient toucher, il sera contaminé. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Et en plus, il y a un autre virus qui sont en train de dire que c'est en cours, le Kawasaki, dont on ne sait pas ce qui se passe réellement. Donc, du coup, jusqu'à présent, moi, je ne peux pas amener mes enfants à l'école. Je ne peux pas le faire. Non, surtout qu'on avait dit que ce sera sur la base du volontariat. Hein. Là, les parents avaient le choix. Soit envoyer, soit les garder à la maison. Oui, c'est ça. Mais nous, on n'a pas le choix ici. Hein. Tout le monde, les classes d'examen, tout le monde reprend le 1er juin. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos? Moi, à propos, déjà, moi, je trouve que c'est très délicat parce que en Afrique en général, au Cameroun, il y a dans des salles de classe beaucoup d'élèves. Du coup, je ne sais pas comment ils vont gérer cela. On va réduire les effectifs, Madeleine. On va éclater les effectifs. Oui, je pense qu'il y a 150 élèves par classe. Je pense. Non, c'est pas partout. C'est pas partout comme ça. Il y a quand même, mais donc, les effectifs. Je ne sais pas comment ça sera géré. Je ne sais pas, est-ce qu'ils auront beaucoup les professeurs, au niveau des professeurs, est-ce qu'ils ont prévu des professeurs? Est-ce que, je ne sais pas, ils ont pris des dispositions? Et en plus, on a des enfants qui ont des antécédents que peut-être les parents ne connaissent même pas. Il suffit d'attraper un virus et tout peut tourner très mal. Donc du coup, je ne sais pas, est-ce que le gouvernement a pris compte de tout cela avant de décider de faire la rentrée scolaire le 1er juin. Moi, je trouve que c'est pas possible de toutes les façons. On va dire les choses telles que ça se présente. C'est pas possible, c'est très compliqué par rapport en Afrique parce que déjà en France, c'est compliqué. Et au Cameroun, tel que les choses je vois dans les marchés, comme j'ai écouté le monsieur dire, ils vont passer au niveau des marchés, ils vont passer dans la rue, ils vont passer, l'enfant reste un enfant. L'enfant, même si on l'éduque, à un moment, il va s'oublier, il aura envie de jouer, il aura envie de toucher son camarade. C'est compliqué. Il faut bien réfléchir avant d'envoyer nos enfants à l'école le 1er juin. Non, ici, nous, on n'a pas le choix. Hein. On dit tout le monde repart le 1er. Les classes d'examen. Vous avez le choix là-bas. Il faut que le gouvernement essaie de revoir toutes ces circonstances. Même si on dit il y a des cache-nez, même si on dit il y a la distanciation, on connaît même entre adultes, c'est compliqué. La distanciation, combien de fois les enfants? Je ne sais pas comment ça va se passer. Okay. Il faut encore essayer que le gouvernement revoie la situation de toutes les façons. Sinon, ça sera catastrophique. Voilà, merci Madeleine Sandrine. Je rappelle que vous intervenez depuis Paris. Merci pour cette brillante intervention, Madeleine Sandrine. À très bientôt sur nos antennes. Vous avez donc suivi. C'est compliqué, même dans des sociétés, on va dire, bien organisées. Hein.
Charles Elisa. C'est clair que la reprise... Les effectifs réduits. Hein, bon, c'est clair que la reprise est toujours compliquée. C'est compliqué. Ça, il faut le dire, c'est compliqué. Ce que je souhaite quand même qu'on dise, c'est que faut qu'on comprenne que la compréhension dans les relations humaines vient du fait qu'on refuse d'accepter. Oui. On refuse d'écouter, on refuse de demander, on refuse d'apprendre. Ici, il ne s'agit pas d'une opposition au gouvernement du Cameroun qui va à tout prix que l'école reprenne et les autres, qui sont les parents, qui veulent envoyer les enfants à l'école parce que l'éducation est le socle de construction de la société et faire comme si c'était envoyer les enfants à la guillotine. Non. Au niveau de l'État, toutes les mesures ont été prises au niveau de l'État. Et je continue à vous dire que c'est une action combinée et concertée des parents que nous sommes, de la société civile, du personnel encadrant, enseignant et de tout le monde pour que nos enfants soient les moins exposés au virus. Quelles sont les mesures qui ont été prises, Serge Alain? Le gouvernement s'est rassuré que devant chaque établissement scolaire, qu'il y ait les kits de commodité sanitaire qu'on connaît tous, vous avez cité kits, thermoflash, tout ça. Deuxièmement, c'est la reprise des classes d'examen. Ça veut tout simplement dire que les autres classes intermédiaires ne seront pas là. Donc, on va repartir équitablement en respectant la distanciation sociale des élèves dans chaque salle de classe. Tous les élèves auront un masque, même si le parent n'a pas pu fournir à l'enfant le masque. Les établissements vont se rassurer. L'État va se rassurer que dans chaque établissement, qu'il y ait assez de personnel, parce qu'il y aura un rappel en renfort des vacataires qui sont aujourd'hui en phase, j'estime, d'être tous payés. Et même, il faut qu'on comprenne une chose, Serge Alain. Quand on dit qu'un pays fait face à une crise sanitaire, moi je suis prêt. Je suis prêt. Il m'est arrivé pendant les examens scolaires de fin d'année d'être surveillant, de venir suppléer les effectifs dans certains établissements. Mais est-ce que surveiller, c'est enseigner? Serge Alain, je tiens à vous dire que nous avons plusieurs de nos petits frères, de nos petites sœurs dans les écoles normales, à l'IUT, à Polytech, dans nos facultés, qui peuvent... Est-ce qu'il va se poser un problème, hein, non, au niveau de la... Lorsqu'une classe de 120, par exemple, ou bien 150, comme disait, est éclatée en toi, ça fait... Justement, le ministre des Enseignements de l'éducation de base est passé dernièrement à la chaîne nationale pour expliquer comment ça va se passer. Et il y a un rappel en renfort du personnel enseignant qu'on appelle les IVAC, les instructeurs vacataires, qui ont encore appelé en renfort. Et ça a été reparti équitablement de telle manière qu'il n'y aurait pas de grève. Et maintenant, ce qui concerne les classes intermédiaires, on a pris en moyenne la ligne médiane des deux moyennes des 2 premiers trimestres pour les faire avancer. Et la prise des bulletins de fin d'année, c'est les parents qui iront à l'établissement en fonction d'un calendrier bien précis. Chaque parent ira prendre le bulletin de l'enfant à l'école pour qu'il n'y ait pas d'attroupement. Je vais terminer par dire à mon frère Gefa que non, la prière ne construit pas un pays. C'est justement parce qu'on a poussé les Africains à croire qu'il faut prier, que nous sommes là où nous sommes. Pendant que eux, ils travaillaient. Il faut que les enfants aillent à l'école. Maintenant, mettons-nous dans les moyens scientifiques, techniques qui sont là pour que nos enfants... Oui, tout est là, tout est prêt. Que les enfants n'aillent pas attraper la maladie. Ce n'est pas en priant. Encore que plusieurs pasteurs sont en train de tomber depuis là, plus que vous. Donc, ce n'est pas en disant que prions, parce que non. Il ne faudrait pas qu'on ait cette attitude de faire croire que rien n'a été fait en face pour que nos enfants iront à l'école. Rassurons-nous que quand l'enfant quitte la maison, au niveau du premier cercle social élémentaire qui est la famille, que nous soyons rassurés, nous, parents, que tout va bien. Au niveau de l'école, le second cercle social prend le relais et l'enseignant finit d'éduquer et l'enfant rentre le soir, rassurons quand l'enfant revient à la maison, que le vêtement qu'il avait, les chaussures et tout, a été nettoyé avant qu'il n'entre dans la maison. Si nous essayons tant bien que mal de le faire, il y aura moins d'enfants qui vont contracter la maladie. Mais si un enfant, parce qu'il y en aura, contracte la maladie, eh bien, l'assurance est que il y a assez de disponibilité pour que l'enfant soit pris en charge et soigné gratuitement, pour que le parent n'ait pas encore
à trembler pour trouver les moyens pour soigner son enfant. Donc, de ce côté, il ne faut pas qu'on mette la psychose avec la population. Tout a été réglé, tout a été mis en place, accompagnant le gouvernement à ce que nos enfants aillent à l'école et qu'ils aient les examens à la fin d'année. C'est l'éducation qui construit un pays, ce n'est pas les prières. Oui. Élie Zanzan me fait retourner à la pratique. Sauf si je suis amnésique. Le ministre de l'administration territoriale nous a dit que le président de la République a fait commander 2 millions de masques. Tout à fait. Nous sommes le 20 mai au moment où je parle. C'est les commandes. Ça veut dire que ça ne se fabrique pas ici. Et si bien, quand bien même ça se fabrique ici, il reste 10 jours. C'est déjà livré. S'il vous plaît. 500 000 ont été livrés. C'est une information que je vous donne. Mais je suis d'accord. 500 000 ont été livrés. Le premier lot. Vous dites 50 000 par région. Le gouverneur de la région du centre a récupéré ces 50 000 vendredi passé. C'est pourquoi vous ne continuez pas à vous perdre. Ça a été livré. 500 000 ont été livrés. 50 000 par région. Vendredi passé, à Tanganyika, ça arrive. Ça a été livré. Non. Quand il va terminer, je vais... Non, allez-y. Vous savez, je n'aime pas le saupoudrage. Vous avez l'information. Voilà. C'est une vérité. 2 millions de masques ont été commandés. Oui. Vous témoignez l'arrivée de 500 000. Oui. Ça ne couvre pas la population de Douala. Non, ce n'est pas pour la population. S'il vous plaît, je parle des élèves et étudiants de Douala qui vont faire leur entrée le 1er juin. Ça ne couvre pas Douala. Je sais de quoi je parle. Je dis bien Douala seulement. En termes de tous les enfants qui sont au cours moyen 2, qui vont présenter le BPC, qui vont présenter tout ce qu'il y a comme probatoire, qui vont présenter tout ce qu'il y a comme baccalauréat. Les 500 000 ne couvrent pas seulement Douala. Il nous reste donc 10 jours pour couvrir Yaoundé. Il nous reste 10 jours pour couvrir Ngele-Medouga. Il nous reste 10 jours pour couvrir Ngabo. Vous voyez un peu ça. Alors, toutes les frontières sont fermées. Quel est le modèle ou bien le véhicule que nous allons employer pour couvrir ce pays? Vous avez la carte scolaire de ce pays. Tout à fait. Quel est le véhicule que nous allons employer pour couvrir ce pays dans l'attente de 1 500 000 masques qui vont arriver d'ici le 1er juin? C'est pourquoi je dis, nous devons y croire. Et quand on croit, on prie. Quand on a espoir, on est dans l'expectative. Pour l'heure, je dis, ce n'est pas chimérique. C'est chimérique. C'est pas chimérique. Nous devons être objectifs. Non, et dire aux gens de faire avec ce qui est là. Le patron des APE nous a indiqué que le seul moyen d'échapper à cette prière, c'est de faire payer à chaque enfant par l'APE 1200 francs par casque, par masque. Je vous vois venir. Ça veut dire que chaque établissement va imposer à l'APE de donner la liste de tous les enfants et on commande. Non. Et on met donc la pression sur les parents. Non. C'est ce qui sera fait. Non, maître. Non. C'est ce qui sera fait. Maître, non. Le dispositif est déjà pris pour toutes ces pressions. Maître. Et nous disons, mais ça c'est votre analyse. Ça c'est ce que moi je présente la en tant que vérité. parent. Non, je suis aussi parent. Ok. Je suis aussi parent, maître. Bon, puisque vous fréquentez, vos enfants fréquentent à Bonapriso. Non. Nous sommes les Boussamoundi à Douala. Nous sommes les Boussamoundi à Douala. Donc nous savons comment ça se passe en périphérie. Maître, s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez, c'est la différence. Vous n'êtes pas obligé d'être contre ce qui se passe. Améliorons ce qui est. Maître, les 2 millions de masques commandés par le chef de l'État, qui est une action supplémentaire à ce qu'il avait eu à faire, viennent en appui à ce que vous, maître, en tant qu'individu, en tant qu'élite, avez dû à faire autre chose. Je prends un exemple, s'il vous plaît. Une minute. La mairie de Douala 2e, je dis bien la mairie de Douala 2e, par exemple, s'est arrangée à distribuer autant de masques possible à tous les établissements de Douala 2e. Ça veut dire que si la mairie l'a fait, toutes les autres mairies peuvent le faire et doivent le faire. Maintenant, à côté des mairies, vous avez les entreprises citoyennes qui accompagnent l'éducation. Vous avez les partenaires, l'UNICEF, l'UNESCO, qui accompagnent l'éducation. Ne vous focalisez pas sur l'accessoire et vous laissez le principal. L'acte du chef d'État n'est qu'un appui. Ce n'est qu'un appui. Donc, vous n'avez pas à dire que ce sont les 50 000 qu'on va remettre au littoral qui viendront donner pour tout Douala. Non. Normalement, chaque mairie aurait déjà eu à redistribuer des masques à chaque... C'est ça, maître. Quand mon enfant quitte la maison, le premier, en tant que parent, mon rôle, c'est de me rassurer qu'il ait eu le masque. Il n'attend pas que Paul Biya lui donne le masque. Non.
C'est mon rôle. Maintenant, le rôle de Paul Biya, c'est de fournir le masque aux parents qui n'ont pas les moyens d'avoir un masque. Et c'est ce que Paul Biya essaye de faire à travers son gouvernement. Ne regardez pas Paul Biya. Voilà, Travaillons dans le sens... Travaillons, maître. Avant de rentrer à Yaoundé. Travaillons. Je suis d'accord avec l'analyse d'Elisan, mais j'ai dit elle est imparfaite. Rien n'est parfait sur Terre. Hein? Donc, les hommes de science qui sont passés nous ont dit le minimum de casques à apporter par jour, c'est 3. Ça dépend. Il y a ceux qui peuvent utiliser un seul casque. Il y a le masque qu'on lave 15 fois. Hein? J'ai dit non. Pour cet enfant qui doit sortir de la maison, oui. Le minimum de casques qu'il doit porter, c'est 2. Par jour? Bien sûr. Non, je ne pense pas. Donc il va suffoquer dans un seul masque? Non, maître. Toute la journée? Maître. C'est de cela, c'est l'éducation qu'il faut véhiculer. Moi, j'ai dit aux parents qui nous regardent, aux parents qui nous regardent, faites le minimum. C'est-à-dire, mettez, ensuite de celui ensuite de celui que l'enfant va porter pour sortir, mettez un second masque dans sa trousse. C'est le rôle du parent. C'est votre rôle en tant que parent. N'attendez pas de l'État, parce qu'ils ont commandé 2 millions, c'est encore un aucun rapport. Voilà, merci. On prend tout de suite la direction de Yaoundé où nous attend Jacques Bessala. Il est le président du collectif des enseignants indignés du Cameroun. Bonsoir Jacques. Bonsoir Monsieur Serge Alain Auto, bonsoir aux copanélistes Monsieur Ngefak et Monsieur Zan, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir au Cameroun. Bonsoir, voilà, Jacques Bessala, enseignant de lettres, vous êtes, comme je l'ai dit, le président du collectif des enseignants indignés du Cameroun. On a fait parler, votre association a fait parler d'elle il y a quelques mois. Aujourd'hui, il y a un autre problème qui arrive. Il faut reprendre l'école le 1er juin. Vous dites que vous êtes pour. Il faut sauver l'école quand même. Oui, Monsieur Serge Alain, les enseignants sont pour un retour à l'école. Bon, nous nous basons sur plusieurs facteurs pour être d'accord avec le gouvernement, avec l'État du Cameroun. Il y a de cela une semaine, je suivais sur les réseaux sociaux et même à la télé les experts de l'OMS, bien que cette OMS-là soit contestée aujourd'hui. Ils nous préparaient à une éventualité de cohabitation très longue avec le Covid-19. Je voudrais rappeler à tout le monde que ces pays dits très développés, États-Unis, France, etc., avaient comme fait des pronostics, avaient fait des promesses du genre, je me souviens de Donald Trump, par exemple, aux États-Unis, qui a voulu dire que peut-être dans 3 ou 4 mois, Covid will get out, you know. Mais aujourd'hui, la réalité est là, elle est triste, elle est brutale, Covid est toujours parmi nous. Alors, l'OMS nous préparant à cohabiter avec Covid, les économies de nos pays étant au bord de l'implosion, etc. Et vous pouvez ressentir cela même chez les citoyens. Vous vous souvenez, lorsque les mesures d'assouplissement avaient été annoncées par le Premier ministre, vous avez vu des Camerounais jubiler. Bon, ils jubilaient dans le sens de la bière. Mais ce qui se cache en dessous est que les gens sont à bout, les gens sont asphyxiés. Alors nous, les techniciens de la chose de l'éducation, soutenons le gouvernement dans sa décision de relancer la vie scolaire. Cependant, il faudrait que ces batteries de mesures, comment dire, ce dispositif sanitaire anti-Covid soit véritablement mis en place et que des garanties, que des garanties nous soient communiquées dans le sens d'une reprise sereine des classes, parce qu'il faut quand même protéger la vie, il faut protéger la santé des enseignants et des élèves. Bon, j'ai écouté mes copanélistes là, Monsieur Ngefak déjà, qui évoquait Dieu, qui disait qu'il faut regarder Dieu, etc. Bon, ça c'est une approche fataliste, je dirais. Je voudrais lui rappeler que Covid est une affaire humaine. C'est une affaire humaine et il est grand temps que nous ouvrions les yeux et que nous prenions véritablement le taureau par les cornes. Alors, aujourd'hui, nous rentrons d'un retour à l'école. Dans quelles conditions, justement? Alors, le Premier ministre, relayant les instructions du président de la République, a édicté un certain nombre de mesures. Des mesures en ce qui concerne l'école, hein, des mesures relativement à l'éclatement des
des effectifs dans les salles de classe. Il a parlé Jacques, une minute. Jacques Bessala, une minute. Effectivement, Oui. parler d'éclater des salles de classe. Qu'est-ce qu'on retient finalement? Ce sera quoi? 50 ou 24? Eh bien, au départ, il nous avait été annoncé que ce serait 24 par classe. Et nous étions les premiers à nous poser la question si cela est réaliste. En fonction, je veux dire, relativement aux effectifs pléthoriques que nous observons le plus souvent en zone urbaine. Nous nous posions déjà ces questions-là. Est-ce que 24 par classe serait réaliste, même si on nous dit que ce sont les classes d'examen uniquement qui devraient rentrer à l'école? Aujourd'hui, et moi je l'ai appris via CRTV Web, que nous étions passés à 50 par classe, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le gouvernement nous a ramené aux normes standards de distanciation sociale, parce que si vous avez bonne souvenance, il avait été instruit qu'en ce qui concerne les attroupements, pas plus de 50 personnes. Alors là, oui, et là nous sommes en contexte de salle de classe. Vous savez, nos salles de classe, les dimensions normales, c'est 7 mètres sur 9, si je ne me trompe pas. Alors, avec ces effectifs pléthoriques-là, est-ce qu'il sera véritablement possible d'éclater les effectifs au point où nous pourrions avoir 49 tout au plus par classe et respecter les mesures de distanciation? Je voudrais aider le gouvernement, du moins, je ne voudrais pas être prétentieux, s'il est dit qu'au primaire, par exemple, seules les classes de cours moyen 2 peuvent reprendre, cela veut dire qu'on peut réquisitionner les ministères de l'éducation de base, des enseignements secondaires, qui ont cheminé ensemble depuis les cours sur la CRTV, peuvent s'entendre sur la réquisition. Le ministère peut réquisitionner certaines salles de classe au niveau des établissements primaires qui avoisinent les établissements secondaires, en ce qui concerne le public et le privé, bien entendu. Alors, je voudrais insister sur la nécessité de mettre en place cette batterie de mesures qui nous permettra de reprendre les classes de façon sereine, avec l'esprit tranquille, parce que, voyez-vous, j'ai lu sur Cameroun Tribune un certain nombre de mesures édictées par le Premier ministre, là, entre autres. Si vous permettez, ils ont parlé de prendre les mesures nécessaires, utiles, visant à rendre disponible à l'entrée de chaque établissement public et privé les kits sanitaires requis tels que les gels hydroalcooliques, les thermoflash, les bacs à laver les mains, etc. Et je voudrais embrayer sur l'affaire des masques. Du masque. Oui, le Premier ministre dit, je cite, « Je voudrais préciser que les parents d'élèves qui le souhaitent pourront fournir des masques de protection à leurs enfants. » Alors, notre question est, quelle est la fiabilité de ces masques-là, en ce qui concerne, c'est-à-dire les masques que vont fournir certains parents à nos élèves? Quelle est leur fiabilité? N'importe qui peut ramasser un morceau de tissu n'importe où et donner à l'enfant qui va le pendre au nez et on va appeler cela masque. Attention, il y a danger. Et je continue, le Premier ministre dit, ceux qui n'en disposeront pas se verront octroyer gracieusement des masques dans leurs établissements de référence selon des modalités à préciser par les ministères compétents. C'est ici que tout se joue, Monsieur Otou. Et c'est ici que se trouve justement oui, c'est ici que se trouve le danger. Dans quelle mesure? Dans la mesure où, moi je considère déjà que sur 10 parents, vous en aurez 9 qui vous diront qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter le masque. Parce que un bon masque, il vous coûte en moyenne 500 francs en pharmacie. Et à Sicam, là-bas, j'ai entendu parler de 1300 francs. Et par jour, minimalement, il nous faudrait 2 masques pour tenir. Alors, maintenant, il y a cette affaire d'association, nationale des parents d'élèves qui, il y a une semaine par là, est entré au labo et nous a sorti, je sais pas moi, des principes comme quoi des parents d'élèves devaient verser la somme de 1000 francs CFA pour acquérir des masques. Et c'est à ce niveau que je suis d'accord avec M. Ngefak. Je pense que c'est lui qui a relevé cela. Oui, je voudrais rappeler à Madame la ministre que c'est ici que tout va se jouer.
Parce que les parents d'élèves vous diront que le Premier ministre a dit que les masques peuvent être offerts gracieusement aux élèves. Et il faut noter, soit dit en passant, que les masques sont obligatoires. Alors, chacun va chercher à tirer la couverture de son côté et nous nous posons la question, mais bon sang, mais ces associations de parents d'élèves qui viennent demander 1000 francs aux parents, mais est-ce que ces associations-là ne devraient pas plutôt soutenir les établissements scolaires en leur offrant un petit kit de protection anti-Covid au lieu de venir lancer une arnaque à ciel ouvert? C'est ici que tout va se jouer parce que vous irez dans les établissements scolaires et on vous dira là-bas que on ne peut pas vous donner des masques parce qu'il n'y en a pas. Si vous voulez un masque, il faut donner 1000 francs. Alors, il faudrait que les autorités commencent déjà à réfléchir à cette éventualité-là, Monsieur Otto. Voilà, merci Jacques. Je voudrais ajouter rapidement, quelques secondes. Zan a parlé des serpillères qui devraient être imbibées d'eau javelisée et à l'entrée de chaque salle de classe. Je voudrais plutôt que nous nous inspirions du modèle chinois, Monsieur Otto. Il y a cette vidéo en circulation sur les réseaux sociaux et cette vidéo met en scène un petit élève qui est accompagné à l'école et qui est reçu au niveau de l'entrée de la salle de classe. Il est désinfecté systématiquement, ce petit élève-là, il est désinfecté, il se débarrasse du masque qu'il a ramené de chez lui et il y a justement ce petit robot qui prend sa température et après on lui fournit du gel désinfectant, on lui fournit également un masque. Donc c'est l'établissement qui devrait mettre cette batterie de mesures-là avec, l'appui des autorités de l'éducation. Il faudrait que les choses soient organisées de cette façon parce qu'il s'agit de la vie des élèves et des enseignants qui est engagé. Il y a également danger en ce qui concerne le partage du matériel. Vous voyez, nous les enseignants, nous serons appelés à utiliser le tableau. Alors, l'enseignant qui a précédé l'autre en ce qui concerne l'usage du tableau, qui a précédé l'autre en ce qui concerne l'usage du bureau en salle de classe, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va désinfecter, etc. Et maintenant, c'est une petite chute, hein. Oui, rapidement. Depuis, on ne fait que parler des élèves, la protection des élèves. Il faudrait qu'on pense aussi à la protection des enseignants. En d'autres termes, est-ce que ce sont les enseignants eux-mêmes qui devraient acquérir leur petit matériel anti-Covid? Si vous allez au MINDEF, par exemple, si vous allez dans les autres ministères, vous allez voir les personnels de ces ministères-là avec le petit kit anti-Covid estampillé leur ministère. Allez au MINDEF, vous allez voir des masques estampillés MINDEF. Alors, est-ce que Madame la ministre des Enseignements secondaires ne peut pas mettre la main à la poche et fournir les masques Minesec, c'est ça? Anti-Covid aux enseignants, on va vous faire des Minesec, bien entendu, enseignants du primaire et du secondaire, pour ne parler que de cela. Ok, merci Jacques. Oui, merci Jacques Bessala. Justement, vous avez suivi Maître Ngefa, que ça devient compliqué. Ça, c'est un enseignant, il est au contact avec les élèves, il sait un peu ce qui les attend à partir du 1er juin. Serge Alain, je ne connais pas seulement les enseignants à distance, oui. Je les pratique au quotidien, pour ne pas dire chaque heure, chaque minute, chaque soir. Voyez-vous, j'ai approché une autre qui s'y connaît parfaitement. Je lui ai demandé comment vous allez procéder dans vos écoles annexes. Elle me dit toutes les salles de classe seront occupées et tous les enseignants de l'établissement seront utilisés. Il n'y aura plus de titulaires de la CIL, de la maternelle, du coup, tout le monde, corps enseignant, doit participer. Je lui dis oui, ça vous allez participer. Est-ce que le programme a déjà été défini et on a commencé le recyclage pour ceux qui ne tenaient pas ces classes d'examen? Elle me dit, maître, c'est un peu compliqué la question que vous posez, vous avez toutes les raisons. Voyez-vous, c'est déjà un déphasage. Parce que là même, le nivellement des enfants qui vont suivre ces cours d'un mois, certains seront d'office privilégiés. Ceux qui seront encadrés par les enseignants qui étaient déjà prédestinés pour la formation tout au long de l'année. Naturellement, le programme court de source. Mais les autres qui devaient venir en appui, naturellement, on devrait déjà les intégrer, leur faire des cours d'imprégnation pour que ce soit une mise à niveau à jour J. Parce que naturellement, ce que je voudrais dire,
le programme de la CIL ou de la maternelle, ce n'est pas le même programme que celui du cours moyen 2. Jamais. L'enseignant du cours moyen 2, il n'est pas dans le même état d'esprit que celui qui est au cours élémentaire 1. Or, en fin d'année, c'est très serré. Comment subitement mettre les deux enseignants au même pied d'égalité et demander d'évaluer ou bien de former un enfant pour compétir sur le même sujet? Ça veut me dire, oui, là, l'État a négligé beaucoup de choses. Il nous faut seulement serrer les coudes et dire que bon, ça va aller. Je crois qu'à ce niveau, tout ce qui nous reste, monsieur Zam, c'est la prière. Parce que si votre enfant, qui est au cours moyen 2, au cours de ce mois-ci, est formé par la maîtresse de la maternelle en mathématiques, je crois que vous-même, vous devez redoubler d'ardeur à la maison en recrutant d'autres moniteurs. Ce n'est pas la même chose. Il faut y croire. Charles Elisan, est-ce que vous comprenez toutes les inquiétudes soulevées et par l'enseignant Gerbe Salah et Maître Ngefak ici sur le plateau? Je voudrais d'abord qu'on comprenne que je ne suis pas ici comme le représentant des ministères en charge de l'éducation au Congo. Non, du tout. Je suis un parent. Je ne voudrais pas qu'il y ait ce sempiternel débat qui oppose le MRC au RDPC, parce que le maître a toujours tendance à vouloir chercher la petite bête. Là, il ne faut pas. Maître, vous êtes parent, je suis parent. Notre frère Bessalaki Yaoundé est aussi parent, je pense, quoi qu'enseignant. Maître avocat, je servais dans une entreprise et M. Bessala est enseignant. Nous tous, nous sommes des parents qui voulons que les enfants aillent à l'école. Ça, c'est la première chose. L'information principale, c'est que les enfants iront à l'école. Maintenant, vous avez le choix de laisser vos enfants à la maison. Hein. Il y a des parents qui ont dit que les enfants ne vont même pas composer, ils vont attendre l'année prochaine. C'est un choix. Il y a des parents qui ont dit ça. Il y a des parents qui ont dit que les enfants n'iront pas à l'école parce que l'enfant, quand c'est le genre, quand un parent écoute maître, il y a un parent actuellement qui écoute maître, qui croit à ce leader d'opinion qu'il est et qui voit que l'enfant ira à la guillotine. Il va dire que l'enfant n'aille pas à l'école. Mais maintenant, maintenant. Charles Elisan, vous avez évoqué le cas de l'enfant qui part de New Bell, justement, qui va traverser. Vous croyez qu'il n'y a pas des parents qui peuvent changer après avoir écouté ça? L'enfant qui quitte la maison, qui traverse le marché, qui entre au lycée de New Bell. Et s'il n'y a pas ce que vous avez proposé à l'entrée des salles? Il y en a. Pour nettoyer les chaussures là? Il y en a. Non, je dis pour nettoyer les chaussures, c'est une proposition que moi j'ai fait. Voilà. Parce que j'estime que nous négligeons cet aspect des chaussures qui peuvent être de virus et nous passons plus aux mains, aux embrassades et de toute façon, on se comprend. Et pour ça que je dis, pas comme mon frère Bessala qui pense qu'on va acheter des robots aujourd'hui, on va avoir des problèmes de masques et tout, on va acheter des robots aujourd'hui, on va remettre. Non, c'est pour le moment, peut-être en 2035, oui, avec l'émergence, mais pas pour le moment. Maintenant, devant chaque salle de classe, on peut mettre une serpillière, un bibet d'eau de Javel. C'est tout. Maître. Donne-moi une seconde. Ouais, une seconde. Vas-y, chef. Élie, j'ai l'impression que nous n'avons pas la même perception de notre rôle sur ce tableau. Celui qui m'écoute, je suis en train de lui dire, ne te fie pas au discours de la rentrée, c'est le premier. Tu as une large part, pour ne pas dire plus de la moitié du travail à faire. La responsabilité. En termes de responsabilité. Merci beaucoup. Parce que voici ce que ton silence ou bien ton laxisme va te donner comme impression, va te donner comme résultat sur l'enfant. Tout à fait. Si tu te couches dans ton lit en disant l'État est là, il a tout fait, tu fais tout faux. Parce que, si tu adoptes le choix de Élie Zanzan qui dit devant la porte de la classe, on aura une serpillière imbibée. J'imagine le lycée de Bepanda devant les salles de classe avec ces serpillères imbibées. Rien que la poussière du terrain d'Ungi. Avant même que vous n'ayez déposé. Vous pouvez toujours vous voyez, je vous ai dit, je suis un Boussa Mundi. Maître. Vous êtes de Bonapriso. Je vous comprends. Les salles de classe de vos enfants sont climatisées. C'est pourquoi vous voyez les serpillères imbibées. Mais nous, le bas peuple, ceux qui nous regardent, stressés, qui attendent encore les 1 500 000 masques là, ceux qui nous regardent, ils se disent on va faire comment? C'est à eux que je m'adresse, c'est pas à vous. Je leur dis ne vous fiez pas à ce qu'ils disent. Non, maître. Voici les difficultés auxquelles vous devez faire face. Alors prenez donc la parole de surmonter. Ne vous fiez pas aux souris des Zanzan et la Bible de la prison.
Charles Elisant. Bon, maître, je sais que on se tutoie, on a des Bien amis. sûr. Je sais que tu as fait tu veux juste me... Tu as fait le jeu qu'on fait souvent, on coupe la parole pour déstabiliser. La Non. différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que moi, je sais écouter, je sais apprendre. Tu as dit des choses qui sont intéressantes pour que nos enfants aient à l'école et n'attrapent pas la maladie. Je n'ai pas à critiquer cela. C'est la même attitude que je souhaite qu'on ait. Tout à l'heure, tu as dit la responsabilité des parents. C'est de ça qu'il s'agit, justement. Autant les parents sont responsables, autant l'établissement, avec l'établissement, je parle de la délégation départementale, régionale, dans le ministère, dans l'État, au niveau central, à sa responsabilité, les collectivités territoriales, les élites, les entreprises citoyennes, les partenaires et amis du Cameroun, les organismes internationaux sont là. Et enfin, c'est nous tous qui devons sauver cette année scolaire-là pour que nos enfants aient l'examen qu'ils font en fin d'année. Mais tout à l'heure, on parlait des serpillères. Même la serpillière qu'on utilise à la maison absorbe la poussière. Mais cette serpillière permettra de réduire au maximum parce que le facteur risque zéro n'existe pas. Préparons-nous à recevoir des cas de Covid-19 de nos enfants à l'école. Parce qu'il n'y aura pas un maximum à 100% de respect de toutes les mesures barrières qu'il y a. Préparons-nous. Nous ne souhaitons pas que je ne souhaite pas que ce soit mon enfant, ni le vôtre, ni... On souhaite qu'on finisse l'année sans qu'il y ait un seul cas déclaré d'enfants, qu'on appelle souvent le patient zéro, dans un établissement à la reprise des cours, mais préparons-nous à ce qu'il y ait cela. Maintenant, la réponse à avoir, le parent doit se rassurer que l'enfant qui attrape le Covid-19 à Bipanda, est-ce qu'il y a un dispositif sanitaire à l'établissement, ce qu'on appelait à l'époque les infirmeries, oui, qui puisse prendre l'enfant là, immédiatement, sans pour autant que le camarade ait envie de le porter, sans pour autant que l'enseignant ait envie de le porter et qu'il soit lui-même facteur pathogène de transmission de la maladie, mais qu'il y ait quand même un dispositif médical dans l'établissement pour les 2 mois, 1 mois qui suivront, un infirmier, une infirmière, qui sont nombreux, maîtres, dans nos facultés de médecine, qui ne font rien, qui attendent d'être recrutés dans les hôpitaux. On peut les mettre à contribution. On les met dans chaque établissement avec le matériel nécessaire, minimum, pour pouvoir porter de manière rapide un cas déclaré et l'amener vers le centre d'accueil disponible le plus proche. Voilà comment, en proposant ici et là, on peut avancer et essayer de travailler. Maître, je suis né à Neubel. J'ai grandi à Neubel. J'ai fait Maria Goretti, j'ai fait le collège Stoll, j'ai fait l'université de Douala, c'était le poulailler. Je n'ai pas fait une seule salle de classe climatisée depuis que je suis à l'école. Ni moi, ni mes enfants ne le feront pas. C'est comme ça qu'on apprend aux enfants à grandir. La prière, c'est pas ça qui va empêcher aux enfants d'avoir le Covid. J'ai aimé quand tu as dit responsabilité. Que tout le monde soit donc responsable. Et on va avancer. Voilà. Jacques AVB, une fois de plus, vous dites que les enseignants, vous souhaitez qu'il y ait un minimum que l'État doit faire pour vous protéger, vous les enseignants. Oui, mais allô? Oui, on vous écoute. D'accord, merci. Monsieur Serge Alain Autour, je le réitère ici, les enseignants sont prêts à rentrer à l'école. Je peux même vous dire que nos élèves nous mettent la pression en nous demandant ça recommence quand, on s'ennuie à la maison. Vous comprenez? Nous sommes d'accord avec le gouvernement, avec l'État, il faut rentrer à l'école, il faut sauver l'école. D'accord. Cependant, les conditions anti-Covid restent et demeurent le préalable absolu. Et en parlant de Covid, j'ai entendu 2 blagues venant de mes 2 panélistes qui sont avec vous sur le plateau. La première blague nous provient de Monsieur Zhang. Lorsque j'ai évoqué le modèle chinois, Monsieur Zhang a parlé des petits robots. Il a dit, on fait comment pour avoir ça? C'est à l'horizon 2035. Je voudrais dire à Monsieur Zhang que nous ne sommes pas ici pour faire dans le politiquement correct ou la blague. Covid n'est pas une blague et Covid ne connaît pas de politiquement correct. Covid est un danger réel qui a déjà tué au Cameroun. Je voudrais rappeler que nous sommes à 140 morts déjà, nous sommes à plus de 2000 contaminations actuellement, je veux dire 2000 Covid de plus dans nos structures. Voilà, merci. On va retrouver Jacques Bessala en deuxième partie Equinoxe Soir. Le temps de marquer l'arrêt du 20h, parce qu'il est déjà là. Cédric Nouffelé, bonsoir. Au menu ce soir.
Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de ce grave incendie qui se produit en ce moment même dans la zone universitaire de Douala, entre le stade SICAM et le carrefour Ange Raphaël, dans la ville de Douala. Nous n'avons pas encore d'informations précises, mais les flammes ne cessent de prendre de l'ampleur depuis quelques heures. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir, Serge Alain, cette note du préfet du Vouri après la fermeture de la polyclinique Marie-O. Toutes les autres formations sanitaires privées sont sommées de libérer les patients atteints du Covid afin qu'ils soient transférés dans les centres agréés dans la ville de Douala. Au moment où le Cameroun fait face à une multiplication des cas du Covid, comment expliquer l'exclusion du secteur privé médical dans la prise en charge optimale des cas du Covid-19, notamment dans le département du Vouri? Vous suivrez ce soir la réaction de la classe politique critiquant l'attitude du gouvernement et des autorités administratives. Nous évoquerons également dans le journal de 20h, Serge Alain, les attentes des couches sociales dans la ville de Douala. Vous le savez, après la distribution des masques initiatives du chef de l'État, il y a des doléances portées par les populations pour avoir accès à d'autres équipements importants pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Et puisque le gouvernement veut miser sur ses propres hôpitaux agréés Covid-19, quelles sont leurs capacités de prendre en charge ces différents malades atteints de la maladie à coronavirus? Ont-ils les équipements nécessaires? Vous suivrez ce soir. On va vous plonger dans les couloirs des hôpitaux centraux, notamment l'hôpital central de Douala et l'hôpital Jameau situé dans la cité capitale. Deux hôpitaux mis à rude épreuve face à cette pandémie du coronavirus. Nous parlerons également ce soir, Serge Alain, du décès du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Chemouta Divine Banda, qui s'était fait remarquer durant ces 3 dernières années par ses prises de position sur la question relative à la crise anglophone et bien d'autres sujets à suivre dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, justement, madame, monsieur, c'est la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos invités et à Douala et à Yaoundé. Place tout de suite dans au 20h, le plus attendu de la planète, le 20h, Equinox Télévision, avec Cédric.